Je me présente, Natacha Pololo. Je suis initiatrice du groupe de lecture À nos livres. C'est un groupe de lecture composé essentiellement des femmes et nous avons comme objectif de lire un livre par mois, donc 12 livres par an. C'est notre challenge. Pourquoi? Parce que nous réalisons l'importance de la culture. Pourquoi? Parce que nous voulons transmettre l'amour de la lecture à nos enfants. Pourquoi? Parce que la lecture nous permet aussi de nous développer. La lecture nous permet d'avoir une connaissance afin d'aller beaucoup plus loin. Voilà pour ce qui est du club de lecture. Ce club est ouvert aux personnes qui lisent, qui aiment beaucoup lire, les femmes qui aiment lire, et celles qui ne lisent pas aussi. C'est pas qu'elles n'aiment pas, mais elles n'arrivent pas à achever, à terminer un livre. Nous, tout ensemble, nous nous encourageons chaque mois à lire au moins un livre. Je sais que si on n'a pas cette habitude, ça peut paraître difficile, mais au bout de compte, ensemble, on y arrive certainement. Bonjour Rachel, bonjour Woloa. Bonjour. J'espère que vous allez bien, Rachel. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien. Super. Contente de te recevoir parmi nous. Comme je dis, c'est vraiment un plaisir. Moi, j'ai à lire ton livre et vraiment, c'est un bol d'air rafraîchissant. J'espère que toutes les personnes ici présentes pourront vraiment apprécier ce livre. Je te demanderai juste de te présenter. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, moi, je suis en Guyane. Je sais que Natacha est en Belgique. Et bonjour à toutes les personnes connectées. Donc, je me présente Rachel Castin, j'ai 23 ans. Je viens d'avoir mon master en finance et stratégie, j'ai pu écrire mon livre. Je suis coach en développement personnel, donc je coach les femmes. Je suis aussi formatrice en art oratoire pour les politiciens et actuellement je travaille à la Banque de France. Voilà. Voilà, et tu as déjà écrit combien de livres, Rachel? En 2021, j'ai écrit 4 livres et là, les ateliers d'épanouissement, c'est le premier livre que j'ai sorti et je compte sortir le deuxième, si tout se passe bien, au mois de novembre, voilà. Ok, jeune femme de 23 ans avec un palmarès déjà chargé. Mais félicitations déjà pour ton master. Complètement diplômée, félicitations et je te souhaite vraiment des bonnes choses dans ta carrière professionnelle. Et tu nous as dit que tu étais coach déjà et que tu encadrais des femmes. Et c'est dans quel... tu peux nous parler un peu de ce que tu fais dans cet encadrement-là? Oui, donc j'ai pu coacher des femmes qui ont des problèmes dans leur orientation scolaire comme professionnelle. Donc c'est souvent des femmes qui se posent des questions par rapport à elles-mêmes. Elles ne savent pas où aller, quelles décisions prendre, que ce soit dans le cadre professionnel ou scolaire. Et donc c'est ce que je fais, je les accompagne pendant 6 heures et après je leur donne un plan d'action pour que ces femmes puissent accomplir leurs objectifs parce qu'on peut avoir des rêves, etc. Mais si on a du mal à s'organiser, à planifier nos actions, malheureusement, on pourra rêver et on finira malheureusement par ne pas réaliser nos rêves. Donc moi, je les aide à passer à l'action et à croire bien sûr en elles. Ah, super, merci beaucoup. Oui, bonjour, merci Rachel, merci Tasha, merci à tout le monde. Oui, j'ai lu le livre. La première chose, c'était assez court, donc c'était très bien. J'ai pu le lire en quelques heures dans le train, donc c'était magnifique. Et j'ai beaucoup apprécié le côté pratique du livre. Il est écrit simplement et les conseils sont pratiques. Il y a vraiment pas à aller découvrir, je sais pas moi, fermer les yeux et prier plusieurs heures pour comprendre quoi faire pour sortir de certaines situations. À chaque atelier, il y a des conseils vraiment pratiques que quelqu'un peut se mettre à utiliser du coup. Et j'avais comme l'impression vraiment que ça aurait dû venir avec un petit carnet de travail. Je lis ça et puis je mets mon truc à côté, je lis et puis je prends ma décision, qu'est-ce que je peux faire. Comme ça, on peut s'y mettre tout de suite. C'est la première chose que j'ai vue. Et en d'autres, je me suis dit que c'est un bon livre pour des gens qui veulent être motivés, mais ça peut aussi être un outil pour ceux qui veulent motiver d'autres personnes, qui pensent qu'ils pourraient se lancer dans ce genre d'activité, qui ont quelque chose à offrir à d'autres personnes et qui ne savent pas nécessairement comment structurer leur aide ou leur connaissance, comment passer le bâton, comme on dit en anglais, à d'autres personnes. Et ça donnait un bon canevas, vraiment, comment suivre, comment parler aux gens. Et
quels sont les points intéressants, n'est-ce pas? Parce que le livre touche pratiquement à tout, hein. Ça touche santé mentale, comment aller dans ta carrière, comment continuer et comment persévérer. Ça touche à plusieurs points. Et je pense que ça sera, en tout cas pour moi, c'est un bon bouquin pour des mentors qui veulent avoir un peu d'idées pour assister d'autres personnes. La partie qui m'a intéressée un peu plus, c'est la partie l'atelier du désert. Et parce que là, je me dis, ok, c'est bien si le désert ça dure une année, mais si c'est un désert qui dure une décennie, comment est-ce qu'on s'en sort? C'est un peu la question parce que les tout jeunes qui commencent et ce serait bien pour les tout jeunes qui commencent dans la vie, qui rentrent à l'université et qui se cherchent. C'est bien d'avoir des conseils comme ça pour progresser, mais le coaching, la connexion qu'on a dans la vie aujourd'hui, plusieurs d'entre nous n'avions pas en grandissant. Donc, beaucoup se sont lancés dans des études, dans le tout se dit, ah ok, bon, je suis capable de faire ça, ou bien ma mère a dit de faire ça, je vais le faire. Et on se retrouve plusieurs années, peut-être décennies dans des carrières, et puis dis, qu'est-ce que je vais vraiment faire? Alors, je dis, il faut que ça sera la question que j'ai. Comment entrevoir pour les gens qui ont passé des décennies, plusieurs années, je veux dire, dans le désert pour survivre aussi, quand même, essayer de trouver une voie out. C'est un peu là où j'ai eu plusieurs questions, mais dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé le livre. Je pense que c'est très pratique pour les gens qui veulent donner comment aider les autres et pour les gens qui cherchent à s'en sortir d'une situation quelconque dans laquelle elles sont. Dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé le livre. Je pense que c'est très pratique pour les gens qui veulent donner comment aider les autres et pour les gens qui cherchent à s'en sortir d'une situation quelconque dans laquelle elles sont. La question c'est comment faire lorsque ça fait 10 ans que je suis dans un désert? Qu'on est une éternité qu'on est dans un désert. En fait, le plus important, c'est pas le temps que tu as passé dans le désert. Le plus important, c'est les questions que tu dois te poser. C'est ce que je dis dans mon livre, en fait. Même si tu as vécu 20 ans dans le désert, en fait, l'important, ce n'est pas le nombre de temps où tu y es, c'est comment faire pour y sortir. Donc, déjà, si c'est au niveau professionnel, si le métier ne te plaît pas, je ne vais pas te dire tu vas y rester. Tu as bien vu que tu as fait 10 ans dans le métier, tu as bien vu que tu n'es pas épanoui, tu as bien vu que tu n'avances pas. Donc là, il faut sortir de sa zone de confort. C'est une chose que les Français, pas que les Français, je sais qu'il y a des Belges, que les Européens n'aiment pas entendre, mais c'est la réalité. Il faut que tu sortes de ta zone de confort. Tu as vu que ça va faire 10 ans que tu rames, t'es pas épanoui. En fait, si t'es pas épanoui, c'est qu'il y a autre chose ailleurs. En fait, je suis un coach qui s'appelle Luc Dumont. Il disait que, en fait, notre destinée, elle est tellement grande, mais c'est à nous d'embrasser notre destinée. Et c'est à nous de sortir de notre zone de confort pour pouvoir embrasser notre destinée. Donc, si ça va faire 10 ans que tu es là, tu stagnes professionnellement, c'est que pendant 10 ans, tu as répété, en fait, tu as posé certaines actions qui n'ont pas été efficaces. Donc là, il faut changer déjà ta manière de penser et être prêt à sortir de ta zone de confort. Parce que souvent, on se pose la question, comment faire pour être épanoui? En fait, tu dois payer le prix pour être épanoui. Donc, si tu dois sortir de ce travail pour aller dans un travail qui te plaît, sors de ta zone de confort. C'est vrai que dans ton livre, tu parles du désert. Moi aussi, ça m'avait interpellé dans le sens où il faut prendre le désert comme étant quelque chose de bénéfique, comme étant une opportunité. Parce que tu disais justement que dans ton livre, le désert nous permet de réfléchir, d'analyser la situation, de voir le bon et les mauvais côtés et ensuite d'aller de l'avant. Vraiment, c'était le passage à nous encourager à avoir une autre vision, une autre façon de voir le désert. Ce qui n'est pas toujours le cas parce que qu'est-ce qui se passe quand on est dans un désert? Attends, on va expliquer ce que c'est le désert. Le désert, peut-être qu'il y a des gens qui se posent la question, c'est quoi le désert? Désert Sahara. On va au désert. Non, pas le désert. Le désert, ce sont les périodes difficiles de la vie. Ce sont les périodes où nous avons des challenges, où nous rencontrons vraiment des problèmes, des difficultés. Et voilà, c'est ce qu'on appelle être dans le désert. Et vraiment changer notre façon de voir, au lieu de murmurer. Il y a un temps pour murmurer, un temps pour pleurer, mais surtout il y a un temps pour se lever, pour se dire qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce que j'ai fait que je ne devais pas faire afin de rectifier le tir. Oui, le désert peut durer 10 ans. Hein. Ça peut durer très longtemps. Il y a des gens qui sont restés dans des situations
toxiques ou de situations difficiles pendant très longtemps. Et un jour, il y a eu un déclic, de dire non, c'est fini, moi je ne veux plus de ça, je me lève. Ou un jour où aussi on se rend compte que voilà, on a la force qu'il faut pour changer les choses et on met une stratégie en place et on met des actions en place pour aller de l'avant. Aujourd'hui, dans nos livres, les auteurs essaient de plus en plus de mettre un peu plus de vocabulaire très enrichi, et puis où tout le monde chercherait, c'est quoi ces mots? Puis je devrais aller encore voir un dictionnaire pour voir qu'est-ce que ça signifie ces mots. Mais depuis que j'ai commencé, je comprenais tout. Et puis je disais à Natacha, ces livres, même un enfant de 12 ans pourrait le lire et le comprendre. Ce qui est d'ailleurs bien, parce que c'est à cette période de la vie qu'il y a plus de troubles comme les ados, vers l'âge adulte. Moi, en tout cas, c'était comme ça prenait tous les âges. Comme un ado peut le lire, ça va l'aider, comme un adulte, comme aussi un adulte comme en âge avancé. Ça revient au même, surtout les messages de l'espoir, qui est captivant, étant donné les mouvements et puis le monde, comment il est en période trouble. Ces derniers temps, c'est comme, je veux me référer à l'histoire que tu as parlé de Jésus et ses disciples pendant la tempête. Pour moi, c'était comme, parce que je suis au Canada et puis comme avec ce qui s'est passé les dernières années et je travaille dans le milieu d'éducation, j'étais contrainte d'abandonner mon travail parce que je suis dans la petite enfance. Je suis restée 8 mois à la maison sans travailler. En reprenant l'école, mes enfants sont partis en mode virtuel. Moi, je devais partir à la maison. Mon mari s'est retrouvé en train de travailler à la maison. Donc, moi-même, comme je vais parler de mon expérience personnelle, on s'est retrouvé dans une situation où il fallait que mon mari reste avec 2 enfants en petit âge à la maison et moi aller travailler parce que j'étais dans le secteur d'urgence. Donc, moralement, parce que tu avais mentionné aussi le point de vue santé mentale. Et ici, chez nous, on a vraiment comme un fort message et on tient beaucoup à la santé mentale, que ce soit des enfants, que ce soit des adultes et des travailleurs. C'est un secteur qui a souvent été négligé ou qui a souvent été vu comme non. La santé mentale, c'est tout un secteur comme la santé physique. C'est comme de la même manière, je lave mon corps, de la même manière, je dois prendre soin de mon cerveau ou bien de mes sentiments. C'est comme c'était très important pour tout le monde ici où il a fallu plus d'aide et plus de support pour ça. Donc, je veux rejoindre Natacha Paul parler qu'un jour, il faudra que toi-même tu te décides, Corona ou pas, je vais me lever. Je vais prendre le risque d'aller au supermarché parce que mes enfants doivent manger, parce que c'est ci ou parce que c'est là. Donc, je dois aller travailler parce que j'ai besoin d'argent pour payer mon loyer et tout. Donc, ça, c'était un peu le message qui est venu me retrouver comme au milieu de la tempête, avoir l'attitude de Jésus. Et puis, merci de le répéter souvent que c'était pas un livre à caractère chrétien, mais à un certain moment, je sais pas si tout le monde qui est avec nous ici est chrétien, mais moi, étant que chrétienne, ça m'identifie aussi. C'est comme, j'ai un endroit où je peux aller puiser une référence facilement. C'est comme quand tu me dis, par exemple, la tempête, je m'en vais dans le verset. Ça me permet, voilà ce qui s'est passé. L'attitude de Jésus face à cette tempête-là, c'est l'attitude que nous devrons prendre. Il y a la tempête, il y a les troubles dans la vie, il y a les mouvements ici et là, il y a des guerres, mais quelle attitude moi je choisis pour que je puisse rester sobre, pour que je puisse rester comme dans la tranquillité dans mon âme ou dans mon esprit. C'est ce qui m'a vraiment étiqué dans le premier atelier. Merci beaucoup, Olga. Vraiment, c'est un témoignage touchant parce que pendant surtout le premier confinement, lors de la crise sanitaire, ce premier confinement était difficile pour beaucoup de personnes. Hein. Beaucoup de personnes se sont retrouvées seules, beaucoup de personnes se sont retrouvées sans emploi, beaucoup de personnes, ça a vraiment été un chamboulement dans la vie de plusieurs personnes. Et comme on dit, beaucoup de personnes ont craqué pendant le confinement. Hein. Rachel, elle a eu, on va dire, cette force d'avoir été forte pendant le confinement. Elle a produit 4 livres, mais il y a une grande partie des personnes pendant le confinement qui se sont retrouvées seules, qui se sont retrouvées désemparées. Il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans l'alcoolisme, beaucoup de gens qui sont tombés, il y a beaucoup de couples qui ont divorcé, des familles qui ont éclaté. Donc cette crise sanitaire a eu vraiment des conséquences néfastes dans la vie de plusieurs personnes.
c'est vrai qu'on a dû se poser des questions. Et maintenant, qu'est-ce que moi je fais? Maintenant, comment est-ce que je réagis? Et vraiment, merci pour ton témoignage parce que je pense que beaucoup de gens se sont retrouvés dans ce cas-là. Et toi, tu as tes valeurs, tu as tes références chrétiennes, tu as pu te baser sur ça. Mais d'autres personnes aussi, avec leurs références aussi. Mais le tout, c'est vraiment de se mettre debout et se dire, bon, voilà, c'est comme ça, on doit aller de l'avant, on doit changer, les choses doivent changer. Rachel, tu veux rajouter quelque chose, s'il te plaît? Mais j'ai trop aimé ce que disait Olga. C'est Olga ou Ola? Olga. Olga. Donc, ce qu'elle disait justement, on peut prendre soin de notre corps, prendre soin de nos cheveux, prendre soin de notre peau, mais on oublie de prendre soin de nos pensées, on oublie de prendre soin de notre santé mentale. Alors que j'explique dans mon livre, voilà, je l'ai avec moi. Voilà, il est sur Amazon. Donc, en fait, si tu ne prends pas soin de tes pensées, tu ne peux pas prendre soin de ta carrière. Si tu ne prends pas soin de ta santé mentale, tu ne peux pas prendre soin de ta famille. Si tu ne prends pas soin de ta santé, tu ne peux pas prendre soin de tes finances. En d'autres termes, si tu maîtrises tes pensées, ben, tu maîtrises ta vie. Donc, c'est pour ça que je parle beaucoup de la santé mentale. Voilà, avant de passer à l'action, avant de te donner à fond sur un projet, en fait, assure-toi d'aller bien mentalement. J'allais parler anglais. If mentally speaking, there is nothing, you will have nothing in your life. Si mentalement parlant, il n'y a rien, ben, en fait, il n'y aura rien dans ta vie et tu ne vas rien récolter. En d'autres termes, tu dois aller bien pour pouvoir donner de l'amour aux gens, pour pouvoir entretenir tes relations, entretenir tes finances, pour pouvoir avancer dans tes projets. Donc, si tu négliges ta santé mentale, en d'autres termes, tu négliges tout le reste. Voilà. Donc, la santé mentale, c'est une des bases. Mais malheureusement, nous, dans nos communautés africaines, on va dire ça comme ça, tout ce qui est santé mentale, là, c'est un peu tabou. Voilà, on va pas dire qu'on est dans la dépression quand même. On va pas dire que même dans les milieux chrétiens aussi, dans les milieux africains aussi, c'est encore des sujets tabous. Alors que en Amérique du Nord, c'est vraiment un sujet là où parce que moi, il y a ma sœur, il y a Baudouin qui est en Afrique du Nord aussi. Et Olga, je découvre que tu es en Afrique au Canada. Et j'ai aussi des connaissances là-bas. Et vraiment, dans votre langage courant, dans vos conversations, la santé mentale, c'est quelque chose qui revient vraiment, c'est important. Alors que ici, nous, en Europe, la santé mentale n'est pas encore vraiment prise, je dirais, à sa juste valeur. C'est encore un peu tabou, c'est encore un peu, on n'en parle pas. Comment ça se fait? Comment tu peux expliquer ça, Rachel, toi qui as quand même vécu en France quelques années là? Moi, je dis c'est la culture, c'est simple. Hein, parce que c'est clair que dans la culture africaine, tu vas pas dire « Oh maman, je suis dépressive. Oh maman, j'ai pleuré pendant 2 mois. » Je pense que c'est toute une histoire de culture. Tandis qu'aux États-Unis, j'ai lu beaucoup de papers sur mentally speaking, prendre soin de la santé mentale, etc. À mon avis, c'est la culture qui fait que les gens n'osent pas en parler, que ce soit dans l'église ou en dehors de l'église, même au sein de l'église. Ah non, si j'étais dépressive pendant 1 mois, je ne vais pas paraître zélée, tu vois. Donc, il faut que je me tais. Alors que ça, c'est tellement dommage parce qu'il faut que tu en parles. Tu ne dois pas forcément en parler à tout le monde, mais parler au moins à des gens de confiance. Ok, qu'aujourd'hui, ça va pas. Même quand je connais des gens, genre, ils ont perdu 2 membres de leur famille, mais ils font, voilà, ils disent ça va bien. Oh! C'est pas vrai, c'est pas vrai. Quand je montre ta famille, tu me dis ça va bien. Donc voilà. Donc je connais des gens, ils disent ouais ça va bien. Oh t'as des humains, ok. Même si tu pleures pas, mais à l'intérieur il y a ton cœur qui est déchiré à l'intérieur, il y a ton cœur qui pleure. Donc j'ai fait une émission avec Natacha à la radio. Je disais faut pleurer en fait. Il faut pleurer, il y en a qui ont hâte de pleurer. Et j'aime bien dire dans mon livre, les larmes finiront par sécher en fait. Tu dois pleurer en fait. Si tu veux aller de l'avant, il va falloir que tu t'arrêtes dans le stade du deuil. Dans le deuil, tu dois pleurer. Parce que tu vas pas te dire, ok, je sais pas, j'ai perdu ma maman. Pendant 1 semaine, je serai en mode deuil et après, la semaine d'après, je serai en forme. Ok, tu vas pas être en forme, mais mentally speaking, tu vas pas être en forme. C'est-à-dire que tu dois prendre du temps avec toi-même. Tu dois prendre une retraite avec toi-même. Ça, j'ai clairement fait un atelier parce que je vois aujourd'hui au 21e siècle tout le monde court, on prend le métro, mais est-ce que parfois tu te poses avec toi-même
pour prendre des temps de qualité avec toi-même. En fait. On en parlera dans ton atelier qu'on va peut-être aborder. Natacha, juste pour revenir un peu sur la santé mentale en Amérique du Nord et partout, il y a un gros travail qui a été fait pour que la perception que vous avez aujourd'hui, qu'ici on en parle un peu plus. Ici aussi, il y a toujours du travail qui reste à faire, mais le travail commence à la maison où les parents comprennent que on n'insulte pas son enfant en pensant que c'est un compliment. Il y a vraiment un gros travail, des grandes campagnes qui font pour que les gens comprennent que c'est pas que tu es tough parce que tout ce qui t'arrive, ça rebondit et que ça repart. C'est pas comme ça qu'il faut être dans la vie. Mais partout, dans les écoles, dans les foyers, dans la maison, les gens doivent comprendre ça et vraiment en parler et vulgariser et enlever le stigma. Le stigma, c'est pas seulement dans les familles africaines. Chez nous, c'est un peu plus, mais dans les autres familles, dans les autres communautés, dans les communautés sportives, dans les communautés des gens qui évoluent dans les études, les gens qui veulent faire les PhD, les étudiants en médecine, partout, cet effort-là de vouloir toujours briller et de ne pas paraître faible, c'est vraiment partout. Il faut continuer d'en parler et montrer aux gens comment est-ce qu'ils doivent prendre soin d'eux-mêmes, d'abord, de leur tête et de leur corps, et ensuite prendre soin des autres, de la communauté. Mais c'est vraiment un travail d'effort qui doit continuer. On n'y est pas encore. On n'y est vraiment pas. C'est quoi être faible? Parce que c'est ça, tu as dit, il y a des gens qui ont peur de paraître faible. C'est quoi être faible? Parce que ça, c'est subjectif. Hein? Être fort, c'est pleurer. Être fort, c'est pleurer et c'est se relever. Être fort, c'est échouer et se relever. Être fort, c'est échouer et réessayer. En fait, tout dépend du mindset que tu as de la faiblesse. Il y en a qui pensent que être fort, c'est de paraître fort et même quand tu es triste, c'est de cacher tes émotions. Alors que pas du tout. Okay. Dans ton livre aussi, tu parles beaucoup de l'estime de soi et de la confiance en soi. L'importance de l'estime de soi, l'importance de la confiance en soi. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus, s'il te plaît? Ben, c'est la réalité. Pour faire ce que je fais, si je n'avais pas confiance en moi, je n'allais jamais me tenir devant. Attends, vous êtes combien? 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a aussi sur YouTube. Hein? En plus, des personnes sur YouTube, des personnes que je ne connais pas. En fait, je suis désolée si tu ne travailles pas ton estime de toi-même, si tu n'as pas confiance en toi, en fait, même le livre, tu ne vas pas oser sortir. Je connais des gens, de grands écrivains, leurs livres sont toujours sur leur ordinateur parce qu'ils se disent, ah non, si je sors mon livre, les gens vont se moquer de moi, si j'ose écrire, les gens vont me critiquer. Et voilà pourquoi je fais un atelier, ne laisse pas les gens te limiter, en fait. Si tu as peur du regard des gens, tes projets vont rester dans ta chambre. Et donc, si tu n'as pas confiance en toi, tes projets vont rester dans ta chambre.